Bonjour Frédéric Thomas, merci de répondre à ces quelques questions. Vous êtes docteur en sciences politiques, chargé d'études au CETRIS, un centre de recherche basé en Belgique. On espère vous voir. Bonjour à vous. La dernière mission étrangère avait traumatisé les Haïtiens. Elle avait apporté le choléra, fait plus de 10 000 morts. Il y avait eu aussi des massacres, des violences sexuelles. En quoi cette nouvelle force serait différente? En quoi peut-elle apporter un quelconque bienfait aux Haïtiens? Mais malheureusement, elle risque fort de répéter les mêmes erreurs et de ne pas être différente, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une mission onusienne. Donc le contrôle sur cette mission peut être problématique. Elle intervient dans un territoire, dans des zones urbaines, dans des quartiers populaires densément peuplés, où le risque d'abus, de non-discernement, de non-distinction entre la population civile et les bandes armées est grand. Et il ne faut pas compter sur le gouvernement haïtien pour exercer un contrôle sur cette mission. Donc malheureusement, bien qu'on prétende avoir tiré des leçons du passé, on risque de les répéter. Et effectivement, la Chine s'est abstenue lors du vote hier soir. Elle souligne le manque de gouvernement légitime. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2016 en Haïti. Elle dit aussi que sans autorité crédible, eh bien, tout soutien extérieur ne peut guère avoir des effets durables. Il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Oui, c'est paradoxal que ce soit la Chine qui rappelle quelques vérités. Donc on a un gouvernement en place depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, le président, le 7 juillet 2021, donc depuis plus de 2 ans, gouvernement qui n'est pas légal, qui n'a pas de légalité par le vote, qui n'est pas légitime, qui est très impopulaire, dont le bilan social, économique et politique, et qui est régulièrement accusé d'être lié à ces bandes armées. Donc on est face à un paradoxe où la communauté internationale prétend venir lutter contre les bandes armées en répondant à un appel d'un gouvernement lui-même accusé d'être en soutien complice de ces bandes armées. Le cœur du problème aujourd'hui en Haïti, c'est la guerre des gangs. C'est une guerre de territoire. Il règne sur une bonne partie de la capitale de Port-au-Prince. Selon l'ONU, les gangs sont plus nombreux et mieux armés que la police. On parle de 600 000 armes aujourd'hui en circulation en Haïti. Elles viennent d'où ces armes? Mais elles viennent principalement, sinon exclusivement des États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle la Chine a fait pression au sein du Conseil de sécurité pour que l'embargo sur les armes soit étendu à pas seulement aux chefs de gang, mais à tout le pays. Parce que de fait, toutes ces armes, Haïti ne produit ni armes ni munitions. Or, elles se trouvent en quantité entre les mains des bandes armées. Mais c'est-à-dire, qui donne ces armes? Ce sont des Haïtiens qui vivent aux États-Unis et qui font passer des armes en Haïti? Oui, on soupçonne très fort la diaspora, mais maintenant les ventes d'armes sont en marché libre aux États-Unis. C'est très facile d'acheter des armes, y compris des armes d'assaut aux États-Unis. Et du côté haïtien, le port est une vraie passoire avec une police et une douane corrompue. Et donc c'est très facile aussi, une fois que les armes arrivent en Haïti, de se les procurer. Et ça n'aurait pas été ça, plutôt le cœur du problème, ce qu'il aurait fallu faire pour aider les Haïtiens? Oui, c'est le point de vue chinois, de dire que plutôt que de recourir à une intervention spectaculaire, il y a des mesures plus simples, notamment celle de l'embargo sur les armes. Le problème, c'est que on ne veut pas remettre en question ni la politique intérieure américaine, ni la stratégie diplomatique internationale, et on continue à miser sur le déploiement d'une force internationale qui viendrait en soutien au gouvernement actuel en vue à moyen terme d'élections. Or, tout cet enchaînement de causes à effet est très problématique et constitue plutôt un leurre. Mission internationale qui sera dirigée par les Kenyans. Pourquoi eux? C'est plutôt surprenant. Mais très concrètement, parce que c'est les seuls qui ont accepté de prendre la tête de cette mission. Donc l'ONU s'était refusé à prendre la tête. Washington a appuyé cette mission, mais ne voulait pas elle-même prendre le leadership. Elle s'est tournée vers le Brésil et le Canada qui ont refusé. Il n'y avait pas d'autres candidats potentiels au vu des expériences passées et de la crainte de se retrouver enlisé dans une situation inextricable en Haïti. Et donc le Kenya, pour aussi des raisons de politique, de se placer sur la scène internationale,
a répondu positivement à l'appel de Haïti et aux pressions de Washington. Parce que même si c'est le Kenya qui coordonne cette mission, il ne fait guère de doute que la stratégie, le financement logistique seront très largement aux mains de Washington. Les Américains, ils n'auraient pas pu figurer dans cette mission, la population ne l'aurait pas accepté? Non, on est une population haïtienne, mais ça aurait été aussi sujet à de nombreuses critiques aux États-Unis, même au vu des expériences passées. Et aussi, on sait quand cette mission va commencer dans les prochaines semaines, mais on ne sait pas quand elle va se terminer. Et parce qu'on voit, on sait très bien que la clé de la solution au problème, à cette crise, elle est politique. Or, ce n'est pas en soutenant ce gouvernement aussi qu'on va déboucher sur une solution politique. Merci pour